Bien, bonjour à tous. Je pense que les dernières personnes à nous rejoindre là, vont se connecter tranquillement. Écoutez, ravi de vous retrouver cette année pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, hein, pour notre intervention annuelle sur la loi de finances 2023. Donc, je me présente rapidement. Donc, Jérôme Grelier, je suis expert comptable dans le groupe TGS France, hein, basé sur Angers, dans le Maine-et-Loire. Et puis bonjour à tous, Christopher Samy, avocat, dans le groupe TGS France aussi, dans la partie avocat. Voilà, donc une présentation, là, on va être ensemble pour 3 quarts d'heure. Pour 3 quarts d'heure, avec on a sélectionné nous les quelques mesures de la loi de finances de cette année. Donc on a retenu celle qui nous paraissait le plus pertinente à vous présenter aujourd'hui, avec une première partie donc qui sera consacrée à la fiscalité des particuliers, et puis une seconde partie à la fiscalité des entreprises. Hein. Un petit mot, Christopher, pour introduire. Oui, l'introduction de ce budget 2023. Le budget qui est impacté par la crise énergétique liée à l'Ukraine et par l'inflation. Ça, c'est les deux points qui font que le budget est encore déficitaire cette année, enfin 2023, à hauteur à peu près de 165 milliards d'euros. Donc, on a un trou dans le budget de 165 milliards. Donc, depuis quelques années, du fait du Covid, puis maintenant de cette crise ukrainienne et inflationniste, on arrive à une dette quasiment totale à 3 000 milliards, une dette publique, un total de 3 000 milliards. Donc ça commence à peser sur les comptes publics. Et en parallèle de ça, le gouvernement continue, dans le prolongement de la loi climat-résilience, à promouvoir la rénovation énergétique, et notamment tout le sujet des passoires thermiques. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. C'est presque une boîte à outils pour vous inciter à faire des travaux dans les logements, que ce soit vos résidences principales ou tout ce qui est résidence locative. Donc, vous verrez que c'est le troisième pan de la loi de finances. Et les deux premiers, c'est lutter contre l'inflation. Et le deuxième, lutter contre la hausse de l'énergie. Et on verra un peu les quelques dispositifs qui existent. Ok, écoutez, on vous propose de démarrer. Donc, on va dérouler le support ensemble. Donc, on le disait, une première partie concernant les particuliers et ensuite les entreprises. Concernant la fiscalité des particuliers, donc, comme le disait Christopher, en lien avec notamment l'inflation. Donc, c'est tout d'abord, comme on le fait chaque année, on représente la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Hein, donc, avec une revalorisation cette année qui est beaucoup plus importante du fait de l'inflation, puisque l'ensemble des plafonds sont remontés de 5,4%, hein, donc en lien avec l'inflation. Donc, on rappelle, avec les 5 tranches de l'impôt sur le revenu, 0, 11%. Il y a quelques temps, c'était 14%. Ça avait été baissé à 11%. 11%, 30, 41 et 45. Hein. Donc, c'est une revalorisation importante, hein, qui veut dire que si parallèlement, un contribuable qui n'a pas eu forcément d'augmentation ou très peu d'augmentation de revenus va voir une baisse de son imposition. Alors, on vous avait remis, pour ceux qui nous suivent régulièrement, on a remis ce petit tableau qui est toujours intéressant. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 58% des Français qui ne payent pas d'impôts. Et on a réparti selon les sources des GFIP, hein, donc Direction Générale des Finances Publiques, un peu comment sont répartis les Français et les foyers fiscaux au sein des tranches. Et vous voyez quand même que la tranche à 41-45, ça représente 1,3% des foyers fiscaux, et que tout le monde est très concentré dans la tranche à 11. Alors pourquoi je vous dis toujours il y a 60% des gens qui ne payent pas d'impôts? Parce que là, vous pouvez être dans la tranche à 11%, mais comme vous bénéficiez de réduction ou de crédit d'impôt, vous êtes de fait non imposable. Et donc, quand je dis qu'il y a 60% des Français qui ne payent pas d'impôts, c'est en matière de trésorerie. C'est-à-dire que vous pouvez être imposable, mais on vous enlève vos réductions et crédits d'impôt et vous payez rien. Eh bien, 60% des Français ne payent rien à l'État au titre de l'IR. Et je vous l'avais déjà dit, pour moi, ça devient quand même un sujet, puisque pendant longtemps, c'était 45%, on est monté à 50%, et maintenant on est rendu à 58%. Et il y a un moment, l'impôt sur le revenu est concentré quand même sur les classes moyennes et sur les dernières tranches, hein, 41-45, puisque vous voyez que si vous représentez que 0,2% pour ceux qui sont à la tranche à 45, le montant moyen par foyer est quand même sacrément élevé par rapport aux autres, ce qui est logique. Donc voilà la tendance un peu de l'IR en France.
Voilà, on enchaîne donc avec quelques mesures là sur la fiscalité des particuliers. Donc, tout d'abord sur le crédit d'impôt pour frais de garde de jeunes enfants. Donc, les plafonds sont remontés, hein, puisque avant, donc le crédit d'impôt il est égal à 50% de ses dépenses, hein, et donc le plafond des dépenses qu'on pouvait prendre était de 2300, il passe à 3500, hein, 3500 euros, ce qui fait que l'avantage fiscal de 50% est porté donc par conséquence mathématiquement à 1750 euros avec 600 euros de plus qu'auparavant. Et puis un petit point sur lorsque vous faites appel à la notion de service à la personne, donc qui permettent aussi de bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc là, il n'y a pas de changement sur les montants. Par contre, cette année, vous le verrez pour ceux qui l'ont, dans la déclaration de revenus, il va falloir qualifier les dépenses que l'on fait pour permettre derrière à l'administration, en tout cas, de mieux apprécier, je dirais, l'impact de ce crédit d'impôt sur la nature des services engagés. Ça, moi, j'ai un contrôle fiscal là, qui démarre depuis hier d'un particulier justement sur ce sujet-là où l'administration, c'est pas la seule personne qui est concernée, envoie une demande de renseignement. C'est ça qui diligente parfois des contrôles personnels parce qu'en fait, vous mettez le total des sommes des services à la personne où vous avez une pré-remplie qui est faite par l'URSSAF, mais on ne sait pas toujours à quoi ça correspond comme type de prestation. Or, ce service à la personne, non, donc c'est 50% de crédit d'impôt, il y a des plafonds dans les plafonds. Il y a des plafonds pour le bricolage, il y a des plafonds pour l'informatique, etc., le jardinage. Et donc, l'administration ne sait pas. Donc, quand elle voit des montants importants dans ces cases-là, eh ben, en fait, le seul moyen qu'elle a, c'est de faire une demande de renseignement et de générer un contrôle fiscal. Ce qui, parfois, leur permet d'aller contrôler d'autres choses qui ne nous intéressent pas trop. Je pense notamment, des fois, à des revenus fonciers et des travaux déductibles. Et ben, parfois, en fait, c'est juste cette qualification de quelle prestation vous avez mis dans les services à la personne. Donc, c'est un point important. Ça évitera peut-être aussi de recevoir des courriers d'information. Et crédits d'impôt qui peuvent être importants, puisque, comme tu disais, donc plafond dans le plafond, mais au maximum, de toute façon, selon sous condition que ce soit les bons services, on peut être à 12 000 euros de dépenses. C'est ça. 50%, c'est 6 000 euros de crédit d'impôt. Donc, c'est pas neutre. C'est la principale niche fiscale, entre guillemets, à l'impôt sur le revenu. Exactement. Un point sur les déficits fonciers. Donc, pour rappel un peu sur le fonctionnement des déficits fonciers, donc ça concerne là quand on a du bien immobilier en location, à titre personnel. Donc, ça génère des revenus fonciers. Et en fait, dans le calcul de ces revenus fonciers, lorsqu'ils sont bien calculés en réel, notamment lorsqu'il y a des travaux importants qui sont réalisés, ces travaux importants génèrent un déficit foncier. Et donc, le principe du déficit foncier, quand il y a des travaux, c'est qu'on peut l'imputer sur le revenu global, hein, sur vos autres revenus, vous pouvez l'imputer avec un plafond de 10 700 euros. Hein, et donc, du coup, tout le déficit qui excède ces 10 700 euros, lui, il est reportable uniquement sur les revenus fonciers futurs dans une limitation de 10 ans. Et donc, Christopher, sur ce plafond, il y a un changement, sur ce plafond de 10 700 euros. Il y a un changement. Alors, c'est complètement lié à la loi climat-résilience qu'on vous invite vraiment à regarder. C'est en fait la loi sur les passoires thermiques. Vous savez qu'à partir, alors vous avez plusieurs dates, 2025, 2028, 2034, mais en fait, on va petit à petit vous interdire de louer des logements qui auront une classification énergétique qui ne sera pas bonne. Grosso modo, d'ici 10 ans, vous serez bien quand vous serez en ABCD et vous ne serez pas bien quand vous serez en EFG. Alors évidemment, on commence par la classe G, puis la classe F et puis la classe E d'ici 10 ans. Vous verrez, il y a des petites infographies sympas sur le sujet. On pourra vous en reparler le cas échéant. Et donc, pour inciter, notamment d'ici 2025, les gens à faire leurs travaux, eh bien, on a mis une petite carotte fiscale en disant si vous faites des travaux qui vous fait passer d'une classe EFG à une classe ABCD, eh bien, dans ces cas-là, on double le plafond des 10 700. Vous pourrez imputer jusqu'à 21 400 sur vos revenus globaux, donc par exemple des salaires, des rémunérations. Donc c'est vraiment incitatif, et c'est incitatif sur 2 ans, 3 ans, puisque c'est 23, 24, 25. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'à partir de 2025, rentre en vigueur cette fameuse loi et on va commencer à interdire de louer. Là, je vous rappelle qu'on va commencer à interdire de revaloriser les loyers quand vous serez dans une mauvaise classe énergétique. Donc tout ça va faire que on va mettre en place des petits outils fiscaux pour vous inciter à le faire. On le reverra. On pourra en reparler aussi sur le taux réduit de TVA qui a été redéfini pour que vous ayez une TVA à 5,5 sur ces travaux. Et les entreprises bénéficient également d'un crédit d'impôt pour toutes les entreprises qui vont se mettre d'ici 2025
à faire des travaux de rénovation énergétique, pareil, pour passer d'une classe énergétique à une classe énergétique beaucoup plus faible. Et là, vous avez un crédit d'impôt de 30% qui est plafonné aussi, mais vraiment, il faut que tout le monde se mette un peu en action sur ce sujet, parce qu'il y a un moment, l'État va enlever les carottes fiscales, et par contre, elle va commencer à te dire, bah, tu ne pourras plus louer. C'est ça. Et je dirais même au-delà, le fait de pouvoir imputer une partie du déficit, là, donc là maintenant 21 400 pour ces travaux particuliers, sur les autres revenus. De manière générale, des travaux qui sont réalisés dans le cadre des revenus fonciers, ce n'est pas inintéressant, puisque, je vous rappelle, ça permet de baisser les revenus fonciers. Il faut bien voir que les revenus fonciers, là, si on prend le taux marginal, imaginons que vous êtes dans la tranche à 30%, donc à chaque fois qu'on baisse les revenus fonciers, vous économisez 30%, plus les prélèvements sociaux, 17,2%. Donc quasiment la moitié. Quasiment 50%. Donc bon, si vous avez des travaux à faire et que vous envisagez, que vous ne savez pas trop, je dirais que vous avez jusqu'au 31 décembre 2025. Ok. Petit point suivant. Alors, ce n'est pas un crédit d'impôt très important, mais je dirais aujourd'hui, avec le boom un peu des véhicules électriques, ça me semblait intéressant de vous le remettre, donc, puisque c'est un crédit d'impôt qui existait déjà. Simplement, il a été prorogé, puisqu'il devait arriver à échéance en fin d'année 2023. Donc, finalement, il a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2025. C'est le fait de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'on installe à son domicile une borne de recharge pour véhicules électriques. Un crédit d'impôt qui est égal, comme indiqué ici, à 75% des dépenses dans la limite de 300 € par système de charge. Vous avez aussi le taux réduit de TVA qui va s'appliquer sur ces dépenses. Je vois une petite question qui est, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser, sur les revenus fonciers, sur le changement de classification. Faut être clair, aujourd'hui, on attend un décret d'application. La loi, elle a 3 semaines. Ce qu'on est à peu près sûr, certain, c'est que l'administration, en effet, comme tous vos travaux fonciers d'ailleurs, ces conseils d'amis, on a trop de contrôles fiscaux sur ces sujets-là. Il faut absolument prendre des photos avant, des photos après. Et là, en l'occurrence, vous devrez avoir un diagnostic énergétique avant et un diagnostic énergétique après. Parce que sinon, je ne vois pas, moi qui fais beaucoup de contrôles fiscaux et de contentieux, je ne vois pas comment on gagnera vis-à-vis de l'administration pour prouver qu'on est passé d'une classe à une autre. Il faudra forcément faire un diagnostic avant, forcément un diagnostic après. Comme on fait des photos avant et des photos après, pour démontrer qu'on n'a pas touché aux grosses œuvres et qu'on n'a pas augmenté la surface habitable. Ça me paraît être le minimum. OK. On revient, alors on était déjà revenu là, ces dernières années sur la taxe d'habitation, puisque vous savez, a été engagée la suppression de la taxe d'habitation. Donc là, du coup, c'est effectif. Depuis le 1er janvier 2023, on est sur une suppression totale. Là où la suppression était totale l'année dernière, mais en fonction d'un certain niveau de revenus, et elle était progressive les années d'avant. Donc là, suppression de la taxe d'habitation. Alors sur la résidence principale, les résidences secondaires restent soumises à taxe d'habitation. Et en face de cette suppression, il y a la mise en place de quelques surtaxes, notamment sur les logements vacants. Oui, alors vous avez toutes les surtaxes sur les résidences secondaires. Ça reste toujours en place, ça existe. Et surtout, c'est majoré. Vous savez que, notamment sur la côte, que ce soit Méditerranée ou Atlantique, on a tendance, les villes ont tendance à surtaxer les résidences secondaires, parce que sinon, ça fait la politique des volets fermés, notamment quand c'est l'hiver ou l'automne. Et donc, il y a une surtaxe qui existe et qui va être de plus en plus chère. Vous avez aussi une taxe sur les logements vacants qui existe en France et qui a été augmentée également. Donc là, on a une espèce de double effet où on supprime la taxe d'habitation pour les résidences principales. Par contre, attention, toutes les résidences secondaires non louées vont faire l'objet de surtaxes. Donc, ils vont essayer de se rattraper, puisque la taxe d'habitation, ils perdent quand même gros dans la bataille. Ils voudraient se récupérer sur les taxes foncières, mais bon, même si vous voyez dans la presse que les taxes foncières augmentent de 3, 4, 5%, ça ne fera pas assez pour récupérer ce qu'ils perdent en matière de taxes d'habitation. Donc attention à ça, si vous avez des résidences secondaires, vous recevrez toujours une petite taxe d'habitation majorée. Ok, on bascule maintenant sur les dispositifs. Hop là, voilà. Les dispositifs concernant les investissements locatifs, donc avec une tendance depuis plusieurs années à plutôt une réduction de ces dispositifs. Le dispositif en vigueur, c'est la loi Pinel. La loi Pinel aujourd'hui, mais qui a été revue quand même fortement à la baisse, puisque ici on a mis les tableaux de baisse du niveau de réduction d'impôt. Donc on est sur une réduction globale pour les investissements réalisés en 2023
Donc, si on cumule les trois taux, là, 10,5, 4,5 et 2,5 au milieu du tableau, on arrive à un global de 17,5%. Là, on était auparavant à 21 et en 2024, pour les investissements réalisés en 2024, on sera même un cumul de 14% de réduction maximum. Alors, donc quand on dit réduction maximum, c'est parce qu'on peut atteindre cette réduction maximum lorsqu'on prend à la base déjà un engagement initial, un engagement de louer sur une certaine durée, avec des plafonds de loyer, etc. Et si on renouvelle, si on proroge cet engagement, pour arriver au total sur 12 ans, on peut bénéficier du taux maximal de la réduction, mais taux maximal, comme on le disait ici, qui est réduit déjà cette année et qui le sera encore l'année prochaine pour être au maximum à 14% l'année prochaine, en 2024. Bon, on attend un nouveau dispositif, puisqu'il y a toujours eu des dispositifs, que ce soit le Pinel avant, le Duflot, le Borloo, le Robien. Je vous passe la liste de tous nos ministres ou secrétaires d'État au logement qui, à chaque fois, met le nom sur une loi défiscalisante. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu à l'époque, pour ceux qui ont connu le Duflot, qui a duré quelques mois, c'était un régime très sévère, très dur en termes de conditions. Ça n'a pas fonctionné. Et du coup, en 6 mois, vous avez vu les chutes de logements neufs, de construction de logements neufs impressionnants. Et c'est pour ça que ça avait fait réagir et qu'on avait créé notamment le Pinel. Donc, là, il est en cours de suppression, ce régime-là. Peut-être qu'on en aura un nouveau qui sera peut-être plus basé sur des critères écologiques, énergétiques. C'est fort probable. Comme l'était peut-être à l'époque le Duflot, mais on n'était pas encore dans une psychologie collective sur l'énergie. Donc ça va sûrement revenir. Et puis, il y en a un qui est victime un peu probablement du scandale Orpea sur les résidences services et les résidences seniors. C'est le Censi-Bouvard, puisque je vous rappelle qu'il y avait une réduction d'impôt pour le Censi-Bouvard. C'est lorsque vous investissiez, vous achetiez des chambres dans une résidence handicapée, résidence étudiante, résidence senior, ou un Pierre et Vacances. Je pense à Center Park notamment, si vous achetez votre cottage et que derrière c'était exploité par ces Pierre et Vacances et Orpea et autres, vous aviez une réduction d'impôt qui était beaucoup plus faible, qui était d'un peu plus de 11%. Cette réduction d'impôt est supprimée. Elle n'a pas été renouvelée. Donc, les nouveaux investissements dans ces résidences seniors, handicapés, étudiants et en général résidence-service perdent leur avantage fiscal. Alors, probablement aussi parce que vous avez vu dans le scandale Orpea qu'au-delà du dossier, il y avait une sorte de spéculation sur tout cet immobilier exploité par Orpea, parce que comme vous avez des investisseurs privés qui détiennent des fois les biens, vous avez un niveau de rendement à assurer et le niveau de rendement attendu, forcément, des fois, est grignoté par les surcoûts. Donc, du coup, on diminue les surcoûts pour gagner le rendement. Enfin, vous connaissez l'histoire. Un équilibre parfois compliqué à trouver entre le service et le rendement. Exactement. Et du coup, l'État, je pense, s'est retrouvé un peu en porte-à-faux, puisqu'elle a incité un peu à ça avec la réduction d'impôt. Donc, la réduction d'impôt, c'est terminé pour ces résidences-services. OK. Du coup, ça, c'était les mesures qu'on souhaitait aborder sur la partie fiscalité des particuliers. On bascule maintenant sur la deuxième partie, donc fiscalité des entreprises, avec une première mesure, la CVAE. Donc, c'est une mesure très importante. On rappelle la CVAE. Alors, la CVAE, c'est une composante, donc la cotisation sur la valeur ajoutée est une composante de la contribution économique territoriale, CET, qui avait remplacé à l'époque la taxe professionnelle. Ça commence à dater. La deuxième composante, en fait, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui est calculée sur la base de la valeur locative des bâtiments. Et donc, la CVAE, elle est calculée directement sur le résultat, alors plus exactement sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Et donc, la CVAE concerne quand même des entreprises qui font un certain chiffre d'affaires, puisque la CVAE, elle est complète pour les entreprises qui dépassent 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et elle est dégressive, puisque en dessous de 500 000 euros de chiffre d'affaires, il n'y a pas de CVAE. Et en fait, le taux, il démarre tout doucement à 500 000 euros de chiffre d'affaires pour atteindre 0,75 au-dessus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez, ça concerne plutôt les entreprises d'une certaine taille. Et donc là est annoncée la suppression, donc suppression sur 2 ans, donc une réduction de moitié pour l'année 2023 et une suppression envisagée pour l'année 2024. C'est les fameux impôts de production, notamment le MEDEF qui est en lutte contre ces impôts. Et pourquoi on appelle ça impôt de production ? Parce que c'est un impôt qui frappe l'entreprise alors que vous pouvez être en déficit.
En fait, c'est complètement déconnecté de la rentabilité de l'entreprise, contrairement à l'impôt sur les sociétés qui est lié au résultat. Donc, du coup, certains se retrouvent dans des situations en ce moment délicates, sans résultat, voire déficitaires, mais continuent de payer des montants importants de CVAE. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, en 2023, diminution par 2 du taux de CVAE, ça va coûter 4 milliards, et la suppression totale en 2024, c'est 4 milliards supplémentaires. Donc là, la mesure mise dans le budget 2023, au global sur 2 ans, c'est une perte de recettes fiscales de 8 milliards. Donc quand même, c'est important. Je vous redonne les chiffres. L'IR, l'impôt sur le revenu, c'est entre 55 et 60 milliards selon les années. L'IS, c'est maintenant 40 milliards. La TVA, c'est 170, 180 milliards. Donc là, déjà, la CVAE, c'était 8 milliards. Vous voyez, c'était un impôt qui rapportait gros à l'État, mais qui pesait très, très, très lourd sur les entreprises. Donc ça, c'était un combat qui était mené par Bruno Le Maire et le MEDEF, et ils ont obtenu l'arbitrage, puisque là, ça y est, définitivement, on ne parlera plus de CVAE, et indirectement plus de taxe professionnelle. Il ne restera que la partie CFE, qui est en fait une forme de taxe d'habitation pour les entreprises. Pour les entreprises, hein, c'est ceux qui occupent les locaux. Il ne restera plus que ça. Effectivement, comme dit Christopher, on pouvait avoir des situations avec une valeur ajoutée positive et un résultat à la fin négatif, puisque la valeur ajoutée, on rappelle juste, ça se calcule avant déduction notamment des charges de salaire. Voilà pour ce point. Ensuite, donc, un point, on avait déjà parlé l'année dernière sur la possibilité d'amortir fiscalement le fonds commercial. Hein, donc, alors ça, c'est quelque chose en comptabilité qui semblait un peu bizarroïde, on va dire, hein, puisque le principe, c'est qu'un fonds de commerce, par définition, il n'a pas de durée de vie limitée, donc il n'était pas amortissable. Par contre, si on peut prouver qu'il a une durée de vie limitée, là, on pourrait l'amortir. Hein. Par exemple, s'il est lié directement à un contrat qui est figé dans le temps, à ce moment, on pourrait l'amortir. Et donc, il y avait une mesure de simplification au niveau comptable, pas au niveau fiscal, une mesure de simplification qui autorisait, entre guillemets, les petites entreprises à amortir sur 10 ans un fonds commercial sans avoir à justifier de la limitation dans le temps de la durée d'utilisation du fonds de commerce, entre guillemets. Et en fait, la nouveauté ici, alors l'idée, c'est de faciliter, d'encourager la transmission de fonds de commerce, etc. Et donc, pour tous les fonds commerciaux qui sont acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, eh bien, pour les petites entreprises, elles auront possibilité d'amortir également sur le plan fiscal sur 10 ans le fonds de commerce, hein, qui, encore une fois, de base, n'est normalement pas un bien amortissable. Donc, à la clé, un avantage fiscal, puisque un fonds de commerce, par exemple, acheter 100 000 euros, eh bien, possibilité de déduire sur 10 ans ces 100 000 euros qui viendront baisser le résultat. Là, la petite mesure, c'est qu'il y a des petits malins qui, en un an, ont déjà réfléchi à se dire tiens, je vais me revendre mon fonds de commerce à une nouvelle société que je détiens et je vais pouvoir amortir le fonds. Et du coup, l'État dit attention, lorsque, grosso modo, vous avez le même vendeur et le même acquéreur, hein, ce qui arrive, eh bien, du coup, je vous la fais simple, du coup, la mesure d'amortissement ne marche pas. Voilà, juste pour préciser, quand on parle de petites entreprises, ici, on fait référence aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires en dessous de 12 millions d'euros, un total de bilan en dessous de 6 millions d'euros et un nombre de salariés qui ne dépasse pas 50. Donc, c'est déjà ça peut représenter un panel important. Alors, je vois, est-ce que l'acquisition d'un fonds de pharmacie peut être concernée? Oui, alors, ça dépend de la forme de reprise. Pour l'instant, ça concerne surtout les entreprises individuelles. Et puis, alors, vous avez les seuils que vient de vous dire Jérôme. Rapprochez-vous de votre expert comptable, mais rien ne l'interdit. En effet, le problème des pharmacies, on le connaît, c'est que moi, j'ai quelques contrôles fiscaux aussi en cours là-dessus. Des fois, on achète les fonds très chers, déconnectés de rentabilité. Et puis, en fait, après, quelques années plus tard, c'est un peu dur dans le remboursement des emprunts. Et on se retrouve avec une valeur de fonds qu'on a envie de déprécier pour limiter la fiscalité. Et c'est là où l'administration vient. Donc là, avec ce nouveau dispositif... C'est l'avantage de cette mesure. Hein. Ouais. C'est quelque part l'amortissement, si on est bien dans les clous, on est bien dans les conditions pour pouvoir le faire. Il ne peut pas être contesté par l'administration fiscale. Là où, comme disait Christopher, les provisions pour dépréciation, l'administration fiscale pouvait titiller le sujet. Il faut être dans les clous, mais rapprochez-vous de votre expert comptable qui vous donnera une petite dizaine de conditions. Voilà. Ici, là, donc du coup, là, on revient sur les très petites entreprises, hein, puisque là, on parle des régimes micro, hein, des régimes d'entreprises
des régimes forfaitaires, puisque on rappelle les régimes forfaitaires, c'est contrairement au régime réel, dans les régimes forfaitaires, donc il y en a plusieurs qui existent, dont l'auto-entrepreneur, enfin le micro-entrepreneur maintenant. Et le principe de ces régimes forfaitaires, mais c'est quel qu'il soit, c'est que le principe, c'est que le résultat, entre guillemets, est calculé de manière forfaitaire, l'impôt est calculé de manière forfaitaire sur la base uniquement du chiffre d'affaires. Et donc, les seuils de ces régimes micro avaient été doublés il y a quelques années maintenant. Donc là, ils sont simplement réactualisés. Alors, l'intérêt aujourd'hui, c'est pas de vous donner le montant des plafonds réactualisés, même si vous les avez sous les yeux, mais c'est de rappeler quand même qu'ils sont relativement importants, puisque après avoir été doublés il y a quelques années, par exemple, pour une entreprise pour quelqu'un qui fait de l'achat-revente, en régime micro BIC, eh bien, jusqu'à 188 000 € de chiffre d'affaires, il peut être en régime micro. Et alors, c'est à la fois une mesure qui est intéressante pour, je dirais, l'idée, c'était de favoriser les installations, les créations d'entreprises, mais ça peut être aussi dangereux parce que, comme on le disait, le bénéfice est calculé de manière forfaitaire. Donc, ça veut dire que même si vous avez un niveau finalement de résultat réel dans les faits qui est très bas, voire déficitaire, eh bien, en régime micro, de toute façon, l'administration considère que votre bénéfice, il est forfaitaire, et donc vous pouvez vous retrouver taxé, la personne peut se retrouver taxée sur des montants, alors qu'on a très peu, voire pas de bénéfice. Et donc, forcément, avec le doublement des seuils il y a quelques années, je dirais, l'enjeu, le risque, il est doublé aussi. Les enjeux. Et puis, deuxième point, c'est que quand les seuils des régimes micro ont été doublés il y a quelques années, parallèlement, ils n'ont pas touché au régime, et c'est le bas du tableau, ils n'ont pas touché aux bases du régime franchise en base de TVA. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui sont en micro-entreprise en dessous les seuils du haut du tableau, donc 188 000 € pour l'achat-revente. Mais par exemple, s'ils sont à 150 000, eh bien, tout en étant en micro-entrepreneur, ils sont redevables de la TVA. Et aujourd'hui, on a quand même quelques petits cas, alors, nous, on ne les voit pas forcément, puisque effectivement, le principe, c'est qu'il n'y a pas de comptabilité à tenir, de liasse fiscale à faire. Donc, on ne les a pas forcément aujourd'hui dans nos radars au niveau des cabinets d'expertise comptable. Mais aujourd'hui, il y a des micro-entrepreneurs qui se trouvent rattrapés un peu par la patrouille et un jour reçoivent un courrier de l'administration en disant vous avez dépassé les seuils de la TVA, pas du micro, mais de la TVA. Et du coup, vous devez, depuis le début de ce mois, vous devez reverser la TVA. Et donc, quand on est sur des taux de TVA à 20%, ça peut cogner un petit peu. Je vois donc le montant de la TVA, Jérôme vient de vous le dire. Et puis, sur le rescrit tout à l'heure, d'ailleurs, que ça soit sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, moi, je fais partie de cette école. Il y a deux écoles. Il y a l'école qui a peur des rescrits. Donc, le rescrit, c'est de poser la question à l'administration fiscale de votre situation. Et l'administration se positionne et elle peut plus vous contrôler. Et donc, vous êtes sécurisé. Et vous avez moi, je suis partisan de cette école. Et vous avez ceux qui ne veulent pas de faire de rescrit parce qu'ils ont peur que ça déclenche des contrôles et que ça vienne vous embêter sur d'autres sujets. Par expérience, nous, on en fait quand même des dizaines et des dizaines par an. Et il n'y a pas de contrôle ou très peu de contrôle à suivre. Donc, moi, je suis assez partisan des rescrits. Au contraire, même l'administration, je pense, apprécie qu'on prenne les devants. C'est pas les mêmes. Juste un petit point, parce qu'on avait déjà évoqué les dernières années, c'est concernant les organismes de gestion agréés, puisque le fait d'adhérer à un organisme de gestion agréé permettait d'éviter une majoration du bénéfice soumis à l'impôt. Et donc, il y a quelques années, a été engagée la suppression de cette majoration, donc avec une baisse progressive. On est passé de 20 à 10% sur 2022. Et donc, suppression de la majoration lorsqu'on n'adhère pas à un organisme de gestion agréé. Alors, la chose qui reste, par contre, pour les organismes de gestion agréés, c'est la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors là, ça concerne uniquement les personnes qui sont en dessous des seuils du réel, donc qui sont dans les seuils les seuils forfaitaires, et qui, tout en étant en dessous de ces seuils, optent pour un régime réel. Et du coup, ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt en lien avec les honoraires comptables, etc. On va retrouver notamment cette réduction d'impôt, on va le retrouver beaucoup chez les loueurs en meublé. Oui, exactement. Je vois une question de César sur le contrôle fiscal. Alors, il est quasiment automatique maintenant, quand vous êtes contrôlé au niveau d'une entreprise, que l'inspecteur jette un coup d'œil sur votre déclaration d'impôt personnel. Par contre, c'est pas parce que vous avez un contrôle fiscal personnel qu'on va venir dans l'entreprise. Aujourd'hui, nous, de ce qu'on voit et de ce qu'on discute avec les inspecteurs des impôts quand ils sont en contrôle, c'est plutôt lorsqu'on contrôle la société qu'on contrôle en même temps les déclarations d'impôts sur le revenu
Voilà. Est-ce que les AGA vont fermer? C'est une bonne question. Clairement, c'est le débat qui a animé tous les organismes de gestion là, sur l'année 2022. Il y a eu un gros débat. Donc, l'administration fiscale, enfin, au niveau de l'État, ils ont mis en place un système qui s'appelle l'EPS, l'examen périodique, de sincérité, le CFE aussi, le CFE, pardon. Un examen de conformité fiscale pour essayer de donner une contrepartie aux organismes de gestion agréés. Donc, clairement, sur 2022, pour l'instant, la mayonnaise n'a pas pris, on va dire. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je vous le disais tout à l'heure, les OGA qui ont pas mal de loueurs en mesure, il y a toujours un intérêt. C'est sûr qu'il n'y a plus cet intérêt de carotte fiscale. Alors après, selon les EGA, il y a des possibilités de faire des formations, etc. Mais c'est sûr que c'est une question que tous les EGA se posent actuellement. OK. On passe ensuite au taux d'IS, le taux d'impôt société. Donc, déjà, le taux d'impôt société, donc maintenant, ça y est, on est à 25%. La baisse avait été démarrée il y a quelques années avec une baisse progressive pour atteindre un taux cible de 25%. Donc, ça y est, le taux cible de 25%, c'est le cas pour tous les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022. Donc, pour tous les bilans 31 décembre 2022, ce sera les premiers bilans pour lesquels l'impôt société normal sera bien de 25%. Parallèlement à ça, il y a un taux réduit qui existe de 15%, qui existait déjà, qui a toujours existé, enfin moi je pense toujours connu. 2002. Ah non, donc je ne l'ai pas toujours connu. 2002. Un taux réduit de 15% qui s'appliquait sur une première partie du bénéfice, c'est-à-dire qu'il s'appliquait jusqu'à 38 000 euros de bénéfice. Tout ce qui était au-delà de 38 000 était soumis au taux normal, donc 25% maintenant. Et donc, ce plafond n'avait jamais été revu. Par contre, il n'avait jamais été revu. Il était 38 120 depuis le début. Et là, il est augmenté pour être passé à 42 500. Donc, c'est un petit avantage fiscal en plus. Alors, pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit, il faut remplir certaines conditions, notamment, les groupes ne peuvent pas en bénéficier. Alors, l'avantage est petit. Vous avez 10% d'écart entre 25% d'IS taux normal et 15% taux réduit. Donc, on parle de 400, 450 euros. C'est pas grand-chose. Juste pour la petite histoire, pour faire passer cette mesure, c'est un député qui a déposé ça. Et il avait calculé l'inflation depuis 2002 cumulée à aujourd'hui, c'était 38%. L'inflation c'est un petit rattrapage. Du coût de la vie, 38%, 40% en 20 ans. Avec pendant des années où c'était flat, mais là, les dernières années, ça monte à une vitesse folle. C'est un rattrapage partiel. Un petit focus ici sur le nouveau statut de l'entrepreneur individuel. Donc là aussi, on en avait parlé l'an dernier, puisque effectivement, il y a eu des changements très importants sur l'entreprise individuelle. Là aussi, il y a quelques années, avait été mis en place le statut EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui a connu un succès mitigé, on va dire clairement mitigé. Pourquoi ? Parce que c'était compliqué. Et puis plein de zones de flou. Clairement, nous, quand on recevait quelqu'un qui souhaitait créer son entreprise, on préconisait peu le IRL, parce qu'il restait beaucoup de zones de flou. Là où je dirais le droit des sociétés, notamment avec le IRL, la SASU, était beaucoup plus verrouillé, beaucoup plus facile à piloter. Donc, ne posait beaucoup moins de questions. Donc, fort de ça, je dirais, ils ont revu un peu leur copie. Et donc là, avec une décision forte quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entrepreneurs individuels, quels qu'ils soient, bénéficient d'une séparation de leur patrimoine personnel et professionnel. Donc, dans un sens, les créanciers professionnels ne peuvent plus venir chercher l'entrepreneur sur son patrimoine individuel. Et à contrario, un créancier personnel ne peut pas aller chercher, ne peut pas se servir sur les biens professionnels de la personne. Donc ça, c'est une chose importante. Donc c'est d'application au 15 mai 2022. Et donc toutes les entreprises individuelles qui sont créées depuis, forcément, sont concernées. Mais pour toutes les entreprises individuelles qui existaient avant cette date du 15 mai, eh bien, la mesure s'applique pour les dettes nées à partir du 15 mai. Donc cette mesure s'applique à ce moment-là. Et puis un deuxième point, c'est qui est pas négligeable non plus, c'est pour ces sociétés. Donc tout ça, je dirais, tout ce partage patrimoine pro, patrimoine perso, un point important aussi, c'est que c'est sans formalité, comme indiqué ici. Et en fait, ce qui fait foi, en fait, ce qui est considéré comme patrimoine professionnel, effectivement, c'est tout ce qui est inscrit au bilan de l'entreprise individuelle. Donc c'est assez simple. Et puis potentiellement, il peut y avoir des créanciers de l'entreprise. On peut avoir le cas peut-être
au niveau des banques, des choses comme ça, qui peuvent demander pour une dette la levée, entre guillemets, de cette, enfin en tout cas demander la levée de cette protection et du coup pouvoir avoir les biens personnels également en garantie. Donc ça, je dirais, ça se met en place progressivement. Et puis l'autre point important de ce nouveau statut de l'entrepreneur individuel, c'est la possibilité pour ces entrepreneurs individuels d'opter à l'impôt société. Exactement. Et ça, en fait, ça va faire mal un peu à l'EURL ou à la SASU, parce que avant, jusqu'à présent, en effet, on avait tendance à dire faites une société unipersonnelle. Là, aujourd'hui, l'entreprise individuelle, c'est quand même simple de fonctionnement. Si en plus, elle peut opter à l'IS, ce qui est le cas depuis maintenant quelques mois, et bien du coup, je pense que les entrepreneurs vont rester en entreprise individuelle, quand vous êtes seul, évidemment, et vont basculer à l'IS. Ça leur évitera de faire tout ce qui est assemblée générale, statut, et tout ce qui est coût de fonctionnement d'une société unipersonnelle. Vous pourrez faire la même chose en entreprise individuelle. Donc, ça, je pense qu'il était bien que ça se simplifie depuis, c'était sous Sarko, qu'avait été créé le IRL, d'ailleurs comme auto-entrepreneur. Et donc, ça fait du bien de refaire un peu du ménage dans ce dispositif et qu'on revienne à des choses simples. Les créances professionnelles, c'est celles qui sont au bilan. Je vois quid des créances fiscales, c'est toujours pareil. Quid des créances fiscales si votre créance fiscale, enfin votre dette fiscale, elle est liée à de la TVA ou à de l'impôt professionnel, c'est professionnel. Si c'est un impôt personnel, c'est personnel. Après, il y a quelques exceptions, notamment quand il y a un peu de fraude. Ouais, c'est ça, mais bon. De fraude aux impôts. Où là, ça peut être levé, ça peut faire sauter la protection, mais sinon, effectivement, dès lors que c'est des créances professionnelles, des impôts professionnels, ça reste professionnel. Je vois que Karim suit l'actualité fiscale du moment des sociétés d'exercice libéral, donc des professions libérales. Il y a, pour ceux qui connaissent, il y a un débat depuis une dizaine d'années et des contentieux sur la qualification des associés d'une société d'exercice libéral. Je ne donne pas toute ma position parce que c'est presque un webinaire en tant que tel. Mais aujourd'hui, en effet, les associés minoritaires non dirigeants seraient qualifiés en BNC. Et pour les associés gérants, là, la question qui se pose, c'est qu'en effet, vous êtes soit traitement et salaire en principe, exception en BNC, traitement et salaire pour votre activité de dirigeant, pour vos fonctions techniques BNC. Et quand vous n'êtes pas capable de distinguer, vous resteriez en assimilé article 62, traitement et salaire. C'est un peu la position du moment. Il y a plein de choses qui se disent là-dessus. On pourra en reparler. On attend aussi un peu plus de précision de l'administration fiscale. Pour répondre à Corinne aussi, effectivement, de mémoire, dans les décrets, il est prévu que pour bien faire cette distinction patrimoine pro-perso, en parallèle, il fallait rajouter la mention EI devant le nom de la personne physique qui est l'entrepreneur individuel. Voilà, je vois quoi. On nous conseille ou oblige d'ajouter. Oui, ça oui. C'est ça. Est-ce qu'une banque peut refuser un prêt à titre personnel suite à la faillite d'une EI ? Ça, vous voyez avec la Banque de France, ouais. On peut pas dire non. Nous, malheureusement, mais oui, ça arrive. On peut pas dire que ça n'arrive pas. Vous avez un dernier pan du budget et qui est indépendamment du budget, mais vous savez que la perfusion qui a été mise lors du Covid, avec le fonds de solidarité, les PGE, etc. Eh bien, de nouveau, ça ressort pour une question autre qui est l'inflation et la crise ukrainienne liée à l'énergie et à la guerre, évidemment. Et là, du coup, on a prorogation jusqu'au 31 décembre 2023 des fameux PGE de résilience, qui sont des PGE lorsque vous avez des difficultés de trésorerie, notamment liées à cette guerre ukrainienne et cette crise énergétique. Et là, on va remettre du PGE en place parce que ça a bien fonctionné et pour sauvegarder ces entreprises. Ça, c'est le premier point. Et puis, vous avez deux points qu'il faut étudier, mais là aussi avec vos conseillers, parce que c'est assez technique, même si le site service public est pas mal fait sur le sujet. Il y a eu pas mal de communication. Ouais, c'est pas mal. Cette semaine, il y a eu pas mal de communication avec des fiches simples sur une page A4. Le bouclier électricité, c'est comme le bouclier des particuliers. Vous savez que jusqu'au 1er février, on est tous sous bouclier tarifaire de nos tarifs EDF. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le bouclier électricité vient limiter la hausse de l'électricité à 15% pour la faire vraiment très courte et très simple. Alors, si je rajoute quelques éléments, pour les TPE. Le bouclier électricité, effectivement, ça concerne les TPE. Donc TPE, c'est moins 10 salariés, chiffre d'affaires au total bilan inférieur à 2 millions d'euros. Et puis, il faut disposer d'un compteur électrique avec un maximum de 36 kWh. Voilà.
Donc voilà. Et puis la partie amortisseur électricité donc, concerne les entreprises un peu plus importantes, donc moins de 250 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, au total bilan inférieur à 43 millions d'euros. Et il ne faut pas être filiale d'un groupe. Et donc, alors pour l'un comme pour l'autre, par contre, un élément important, pour l'un comme pour l'autre, bouclier et amortisseur, là, il y a une attestation qu'il faut envoyer il faut faire une attestation sur l'honneur qu'il faut envoyer à votre fournisseur. Et donc, cette attestation, vous la trouvez sur les sites gouvernementaux. Il faut l'envoyer avant, au plus tard, le 31 mars de cette année. Ou si vous signez un nouveau contrat, il faut l'envoyer dans le mois qui suit la signature du nouveau contrat. Alors attention, faut être clair, hein. Tout ça n'est pas simple. Le bouclier, c'est pour les TPE, grosso modo, les PME, c'est l'amortisseur. Et dès que vous dépassez le seuil de PME, vous avez un troisième, pour ceux qui nous écoutent et qui sont concernés, un troisième dispositif qui s'appelle le guichet aide électricité gaz, grosso modo. Vous pouvez aller voir sur service public aussi ou sur les sites gouvernementaux. Où là, en fait, c'est un système aussi qui est pas super clair. Moi, je l'ai regardé, qui est très compliqué pour que, en fait, vous ayez une prise en charge d'une partie de votre facture d'électricité par l'État. Sincèrement, pour avoir regardé ça pour plusieurs groupes, là, vous gagnez pas grand-chose. C'est très, très compliqué pour pas grand-chose au bout. Donc là, gros, on aide les particuliers, bouclier tarifaire, on aide les TPE, bouclier électricité, on va aider un petit peu les PME avec l'amortisseur électricité, quoi qu'il n'est pas aussi intéressant pour moi que le bouclier électricité. Et alors, dès que vous êtes au-delà des PME, ETI, grands groupes, là, c'est un petit peu la débrouille. Hein. Compliqué. Et c'est pour ça que vous voyez certaines grosses sociétés qui arrêtent leur production parce qu'en fait, les dispositifs n'existent pas, sauf après aller sur un PGE résilience. C'est ça, parce qu'effectivement, pour revenir sur le bouclier et l'amortisseur là, qui sont cités sur la slide, une fois que l'entreprise a adressé donc l'attestation sur l'honneur, comme quoi elle remplit bien les conditions de chiffre d'affaires qu'on a évoquées tout à l'heure, etc., derrière, c'est directement le fournisseur qui applique soit le bouclier tarifaire, soit l'amortisseur, hein, et c'est le fournisseur d'énergie qui fait le point, qui se fait ensuite rembourser par l'État. Hein, mais du coup, pour l'entreprise, hormis cette attestation sur l'honneur, il n'y a pas de choses à communiquer particulières, etc. Donc, ce qui simplifie quand même la chose. Sur toutes ces aides en lien donc, avec la crise énergétique, mais pas que, je dirais de manière plus générale et en lien avec l'inflation, pour info, au niveau du groupe TGS, on organise un prochain webinaire qui se déroulera, je vous dis, parce que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Il se déroulera le 31 janvier à 9h30, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Ce sera aussi via la plateforme Webikeo. Donc, un webinaire, je dirais, sur la gestion de l'inflation dans l'entreprise, avec, on reviendra un peu plus en détail dans ce webinaire sur tout ce qui est en lien avec les fournitures d'énergie, mais pas que. Hein, c'est aussi, je dirais, quelle bonne question dois-je me poser dans mon entreprise dans ce contexte inflationniste. Et donc, voilà, un webinaire pareil de 3/4 d'heure, je crois, donc qui se déroulera le 31 janvier à 9h30. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je réponds alors, on n'a pas dit que il n'est pas à laisser de côté. Hein. Bien évidemment, nous, on pousse les clients à activer le bouclier et l'amortisseur. On dit juste que le bouclier est un peu plus intéressant, à mon sens, que l'amortisseur électricité, quand vous voyez le détail du fonctionnement. Et quand vous allez au guichet aide électricité gaz pour les grands groupes, là, c'est encore moins intéressant. Donc, on est concentré sur les TPE et sur les particuliers pour l'instant. OK. Alors, je crois qu'on en a terminé. On va regarder un peu plus en détail les questions, puisqu'on a terminé pour la présentation. Là, c'est en lien avec le crédit d'impôt. Bah, ça, c'est le crédit d'impôt. Ouais. Elisa, là, ce dont vous parlez, en effet, il y a un crédit d'impôt qui a été créé pour toutes les entreprises dans le tertiaire, notamment, qui vont faire des travaux de rénovation énergétique et qui donc bénéficieront d'un crédit d'impôt sur les travaux, crédit d'impôt de 30% avec un plafond de dépenses à 25 000 euros. Là, c'est pareil, si vous êtes concerné, il ne faut pas hésiter à solliciter votre expert comptable. C'est plein de petites mesures qui traînent un peu dans la loi de finances, qui sont pas simples à synthétiser, y compris pour une présentation de 3/4 d'heure. Mais le but, c'est de savoir, une fois que vous savez qu'il existe quelque chose, bah, vous vous renseignez. C'est un peu l'objectif aussi de ce webinaire. On n'est pas là pour vous faire le détail comme à des collaborateurs comptables où on leur fait une demi-journée sur la totalité de la loi de finances. Là, c'est juste pour vous donner les petites mesures, des petits trucs et astuces et puis de les activer quand vous sentez que vous êtes concerné. Ok, on revient sur quelques questions. Là, on remonte sur les questions. Donc, il y avait 2 questions sur la nouvelle EI.
Or, qui nous demande si c'est intéressant de passer de EURL à EI. Alors, je dirais, quand le URL est créé, la difficulté, c'est que ça génère des coûts. Donc, des surcoûts de cessation d'activité. Ouais. Voilà. Donc, à mon avis, c'est pas à faire. Il n'y a pas forcément d'intérêt, hormis que ça engendrerait des surcoûts. Et puis, une question de Yasmine. Merci à tous. Okay. Du coup, pour le LI à l'IS, il faudra calculer le résultat fiscal et l'imposer à l'IS et donc remplir des liasses fiscales, etc. Alors, effectivement, du coup, on se retrouve sur le plan fiscal, on va se retrouver dans la même situation qu'une EIRL à l'IS. Une EIRL à l'IS, c'est-à-dire que clairement, on fait la distinction du coup entre les revenus de l'entrepreneur, entre les revenus et le bénéfice qu'il reste après revenu. On aura même du dividende en EI. On aura même du dividende, exactement. Ce qui n'a pas de sens. Ouais. Ce bénéfice qui est taxé à l'IS dans l'EI, dans l'entreprise individuelle, pourra être soit laissé dans l'entreprise, soit sorti. À ce moment-là, comme le dit Christopher, on tombera sur le coup de la fiscalité des dividendes. Donc, effectivement, ça complique un peu l'établissement des liasses fiscales. Comme indiqué, il n'y a pas d'obligation de passer par un cabinet comptable, mais effectivement, quand ça devient complexe comme ça, on est là pour pouvoir vous aider là-dessus. Et Sophie, je vois, avez-vous des éléments sur les dividendes salariés? Alors, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. En ce moment, pour l'instant, rien. Faut savoir quand même que l'intéressement, la participation, la PPV, prime de partage de la valeur, font qu'il y a déjà beaucoup de dispositifs assez sympathiques d'ailleurs au plan fiscal et social qui existent. La notion de dividende salarié, pour moi, me paraît un peu compliqué. Je pense que ça patauge parce que c'est compliqué. Est-ce que ça concernera à un moment les très grands groupes d'abord et puis ensuite, j'en sais rien. En tout cas, moi, pour l'instant, RAS sur le sujet. Qu'est-ce que vous en avez d'autre? Le bouclier est-il valable sur les contrats sortis tarifs? Je vois pas trop la question. Non, ça ok. Bon, voilà. Voilà un peu. On n'a pas forcément répondu à toutes les questions, mais donc on va arriver au bout de l'heure. Ouais. Parce qu'il est 10h15 est passé. Alors des questions, forcément, comme chaque année, il y en a beaucoup, c'est normal. Donc voilà. On boucle comme ça, vous avez le support, vous avez la rediffusion qui est possible. Vous pouvez toujours poser des questions si besoin. Vous avez nos adresses mail sur le support. On répondra à vos questions avec plaisir. Écoutez, merci à tous et on vous souhaite une bonne journée. Une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.